3 jours de grève générale au Mozambique pour paralyser le pays à la veille de l'investiture du président élu. Un appel de l'opposant Venancio Mondlane de retour d'exil observé par ses partisans pour protester contre la fraude électorale du 9 octobre 2024. Des détails à retrouver dans cette édition. Puis il sera aussi question dans ce journal de la visite du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à Nouakchott. Une visite de 3 jours qui s'achève aujourd'hui et qui a pour but d'approfondir les relations avec la Mauritanie voisine. C'est tout pour les titres à développer dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Au Mozambique, ce 14 janvier 2025, c'est le deuxième jour de grève générale à l'appel de l'opposant Venancio Mondlane. De retour d'exil, le candidat malheureux a demandé à ses partisans de paralyser le pays pendant 3 jours afin de protester contre la fraude électorale du 9 octobre 2024. Tout cela à la veille de l'investiture du président élu prévu le 15 janvier. La veille, ce sont les députés qui ont prêté serment alors que dans les rues de Maputo, les barricades étaient de retour. Sur l'avenue des accords de Lusaka, une benne à ordures est renversée. La police va-et-vient en tirant des gaz lacrymogènes. L'église est venue manifester. Elle se cache dans une rue adjacente. On reste tous là parce qu'on ne peut pas aller de l'autre côté à cause des tirs. Ces plans des policiers, on préfère rester là. On tient à notre vie. On a peur d'être touché par les tirs, on pense à nos familles. Un peu plus loin, le quartier Benfica ressemble à une ville fantôme. Tous les magasins sont fermés, les rues désertes, même s'il soutient Venancio Mondlane, Dalcinho Muxwa préfère rester chez lui. Aujourd'hui, la police tue, on se cache. Ce sont des morts inutiles durant des manifestations pacifiques. Je préfère rester à la maison, manifester silencieusement. Ça reste une manifestation parce que personne ne va travailler. Le peuple est fatigué. Il veut du changement. On a des députés qui ont 80 ans. Ils ne représentent pas le peuple. Malgré ces tensions, la première séance parlementaire de l'Assemblée nouvellement élue s'est tenue. Les députés ont prêté serment sans public. Célisio, commerçant, ne se reconnaît pas dans ce Parlement. On a des députés qui ont 80 ans et qui se voient encore confier des tâches, des mandats. Ils ne représentent pas le peuple. Ils sont tous du Frélimo. Le Frélimo est un système. C'est un petit groupe de personnes qui ne représentent pas le Mozambique, non. Après des mois de manifestations, le Frélimo, aux manettes de ce pays lusophone d'Afrique australe depuis son indépendance, il y a un demi-siècle, espérait une accalmie cette semaine avec l'installation du Parlement lundi, suivi de l'investiture mercredi de Daniel Chapo à la tête de l'État. Mais l'opposant Venancio Mondlane ne désarme pas, appelant à une mobilisation pacifique pour refuser une nouvelle fois des résultats électoraux du 9 octobre 2024, selon lui biaisés par des institutions électorales et judiciaires trop proches du pouvoir. Arrivé dimanche à Nouakchott, le Premier ministre du Sénégal y achève une visite de 3 jours ce mardi 14 janvier. Venu en voisin pour approfondir les relations avec la Mauritanie à qui le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait réservé son premier voyage officiel juste après son élection en mars dernier. Ousmane Sonko a notamment annoncé hier la création des comités pour achever d'ici 2026 le pont de Rosso qui doit relier les deux pays. Le Premier ministre sénégalais en a fait l'annonce à l'issue d'une réunion avec son homologue mauritanien Mokhtar Ould Diaye. Un comité pour achever le pont de Rosso qui doit enjamber le fleuve Sénégal pour relier les deux pays va être créé avec pour objectif de livrer l'ouvrage au plus tard au mois de juillet 2026. La structure aura pour principale mission de faire en sorte d'accélérer sa construction qui a pris beaucoup de retard. Alors que le chantier a été lancé il y a 2 ans, 30% du pont seulement ont été réalisés à ce jour. L'autre grande annonce faite à l'occasion de la deuxième journée de la visite d'Ousmane Sonko à Nouakchott réside dans la décision prise par les deux pays de créer des emplois dans l'industrie pétrolière et gazière et surtout de former une main-d'œuvre qualifiée pour y travailler. Un accord en ce sens a été signé ce lundi 13 janvier entre les ministres sénégalais et mauritaniens du pétrole et de l'énergie qui ont aussi rappelé à cette occasion leur volonté de se coordonner sur le projet d'exploitation commune du gisement de gaz qui se trouve au large de la ville sénégalaise de Saint-Louis.
Nos deux pays doivent, à partir de maintenant, ne parler que d'une seule voix. A par ailleurs insisté le chef du gouvernement sénégalais devant plusieurs ministres des deux pays, rappelant au passage les nombreuses rencontres bilatérales qui ont eu lieu l'an dernier entre Dakar et Nouakchott. Avant de rentrer au Sénégal ce mardi, Ousmane Sonko devait enfin rencontrer le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani hier soir, alors que des réunions bilatérales entre les ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères et des Transports des deux pays ont également eu lieu. À l'issue de cette visite, un secrétariat sénégalo-mauritanien ainsi qu'un bureau dédié à la coopération entre les deux pays et au suivi des accords qu'ils ont passés doivent en outre être créés. Le Kenya a de nouveau pointé du doigt après qu'une célèbre militante tanzanienne, Maria Sarungi Tie, a été brièvement kidnappée dimanche à Nairobi, où elle vit en exil depuis 4 ans par peur de la répression des voix dissidentes dans son pays, la Tanzanie. Elle a été libérée quelques heures plus tard sous pression de plusieurs ONG. Les cas de kidnapping sur le sol kenyan d'opposants ou des dissidents étrangers se multiplient. Amnesty International dénonce une tendance inquiétante. Maria Sarungi Tie a été kidnappée par 3 hommes armés à bord d'une Toyota noire. Cela s'est passé en plein jour dans le quartier de Kilimani, dans le centre de Nairobi. Mais la militante soupçonne une opération des services de sécurité tanzaniens. Ils opéreraient selon elle au-delà de leurs frontières pour faire taire toute voix dissidente. Le Kenya aurait-il laissé faire? Amnesty International et l'Association des juristes kenyans réclament une enquête, car le procédé en rappelle d'autres, notamment celui de l'opposant ougandais Kinza Besigye, kidnappé dans un hôtel de Nairobi il y a 2 mois, puis transféré de force et en catimini en Ouganda. Il est actuellement jugé devant une cour martiale. Kampala a assuré avoir été aidé par le Kenya par cette opération. Les avocats de l'opposant dénoncent une collusion. Nairobi refute toute implication. Ce lundi, le journal Citizen s'interroge pourtant. Le Kenya serait-il devenu la nouvelle capitale mondiale du kidnapping? Peut-on lire dans son édition en ligne? En octobre dernier, selon Amnesty, 4 réfugiés turcs ont également été enlevés à Nairobi avant d'être expulsés en dehors de toute procédure légale d'extradition. Ce nouveau kidnapping intervient alors que les disparitions se multiplient au Kenya depuis la vague des manifestations de juin dernier. Dimanche, un ministre kenyan, Justin Muturi, a dénoncé une vague d'enlèvement des jeunes critiques du pouvoir et révélé que son fils a lui-même été enlevé puis libéré en juin et disparu plusieurs jours sans explication. Et alors, même qu'à l'époque, le ministre était membre du Conseil national de sécurité en tant que procureur général. Le chef de la junte au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a estimé lundi 13 janvier qu'Emmanuel Macron avait insulté tous les Africains dans son discours où le président français dénonçait l'ingratitude de certains pays envers Paris. Dans un discours en ouverture de la conférence des ambassadeurs le 6 janvier à Paris, Emmanuel Macron avait affirmé que la France n'est pas un recul en Afrique, en dépit des pays qui ont exigé le départ des troupes françaises basées sur leur sol. Le président de la République avait ajouté « Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Ce n'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. » Ces mots avaient provoqué des réactions virulentes en Afrique, notamment au Tchad et au Sénégal. Lundi 13 janvier 2025, c'est au tour du Burkina Faso de réagir à ces propos. Le capitaine Ibrahim Traoré, chef de la junte, a taclé la prise de parole d'Emmanuel Macron. Il a insulté tous les Africains. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux, a-t-il déclaré lors d'une cérémonie de vœux. Les relations entre le Burkina Faso et la France n'ont cessé de se dégrader depuis la prise de pouvoir par la force du capitaine Traoré en septembre 2022. Au Sahel, le Burkina Faso et le Niger ont obtenu, en 2023, le départ des forces françaises de leur sol. Le Tchad et le Sénégal ont également pris des mesures. N'Djamena a exigé le départ d'ici fin janvier des troupes françaises et Dakar a demandé la fermeture des bases françaises et la fin de toute présence militaire étrangère. Si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple. On dénonce les accords. Si on ne dénonce pas les accords, juste dire qu'ils quittent les bases militaires, on n'a rien fait. S'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense s'il n'est pas athée, s'il prie chaque matin où il se réveille, il devrait aussi prier les Africains.
parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Ils devraient nous prier, a affirmé lundi le capitaine Traoré. Le procès en destitution du président sud-coréen Yoon Suk-yeol s'ouvre mardi 14 janvier devant la Cour constitutionnelle. L'instance est appelée à décider si elle le démet définitivement pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale qui a plongé le pays dans une grave crise politique. La première audience n'a duré que quelques minutes, Yoon Suk-yeol ne s'étant pas présenté. Plus d'un mois après le coup de force raté du président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui avait tenté d'imposer la loi martiale à son pays, un processus judiciaire crucial commence. La Cour constitutionnelle a jusqu'à la mi-juin 2025 pour confirmer ou infirmer ce qui redeviendrait à rétablir le dirigeant dans ses fonctions. La motion adoptée le 14 décembre par l'Assemblée nationale qui avait suspendu Yoon. La première audience a démarré à 14 h locales, ne durera que quelques minutes. Yoon, ne s'étant pas présenté, a indiqué l'AFP, un porte-parole de la juridiction. Les avocats de l'ancien procureur avaient fait part de son intention de venir s'expliquer, mais pas ce mardi, invoquant des inquiétudes concernant la sécurité et des potentiels incidents. 4 autres audiences sont prévues à ce stade, le 16, le 21 et le 23 janvier, ainsi que le 4 février. Rébellion, outre la procédure de destitution, le dirigeant conservateur est visé par plusieurs enquêtes, dont une pour rébellion et crime passible de la peine de mort. Le bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités, qui centralise les investigations, a échoué à l'appréhender à son domicile le 3 janvier, repoussé par le service de sécurité présidentielle déterminé à le protéger. Si au moins 6 juges de la Cour confirment la destitution, cela déclencherait une nouvelle élection présidentielle dans les 60 jours. Sinon, Yoon, bien que très populaire, sera rétabli dans ses fonctions. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.